chacun aura la parole. Donc, vous avez sur l'écran partiellement masqué, bon, on voit plus. Ah ben non, mince. Alors, à droite, donc, il y a Nicolas Tribault-Villard, donc, qui est à la fois au LOG et à l'Université de Lille. Donc, à sa droite, mais pour nous, c'est à gauche. Donc, Maria-Angela Bassetti, qui est au CEFREM à l'Université de Perpignan. Voilà. Et puis, en dessous de Nicolas, Aldo Sotolicchio, qui est à l'époque à Bordeaux. Et donc, ça, c'était les trois rapporteurs du mémoire d'HDR et ils vont parler dans cet ordre. Ensuite, il y aura Emmanuel Ducassou, qui est tout à gauche, voilà, qui prendra la parole, et qui est aussi à l'époque à l'Université de Bordeaux. On aura plus pour des choses de profond. Et donc, elle est examinatrice. Donc, il y a Agnès ensuite, à droite, Agnès Balzer, une ancienne de la maison. Agnès Balzer, donc, qui est à la qui s'appelle Igarin, Igarin, pardon, et à l'Université de Nantes. J'avais pas dit qu'Emmanuel Ducassou était à l'époque à Bordeaux, si j'avais dit. Voilà. Ensuite, je prendrai la parole, bien, soit président, voilà, je vais prendre la parole. Moi, je suis au LOG comme Nicolas Tribault-Villard à l'Université de Lille. Et puis, on aura ensuite deux locaux de l'État, enfin, deux personnes du CNAM. Donc, Véronique Meriem à ma droite, qui est également du CNAM, donc, et puis Jérôme Verdun du CNAM. Voilà, moi, je pense qu'on va laisser Anne parler, parce que c'est pour elle qu'on est venu. Allez, Anne, on te laisse. Le temps qu'il me faut. Oui. On va espérer que c'est moins qu'une heure. Je vais essayer de faire 1 heure. Oui. Non, ça c'est sûr quand même. Bien. Donc, je vais vous parler de sédiments marins. Essayer de savoir ce que les sédiments marins actuels et récents peuvent nous raconter sur leur histoire, à partir de données essentiellement de géochimie élémentaire. Donc, tout événement laisse des traces. Comment parvenir à les lire? 4 parties, problématiques, résultats, projet, conclusion. Les 2 premières sont longues, les 2 dernières vont être courtes. Juste avant de commencer vraiment à parler, ce n'est pas des travaux que j'ai effectués seule. Sur les diapos, il y aura des références, mais je ne vais pas avoir le temps en fait de détailler tout ça. Donc on va se concentrer sur la science en fait. Mais bien sûr, je ne travaille pas seule. La problématique en recherche, surtout quand c'est en environnement, on travaille à la fois sur un objet, sur un questionnement scientifique et sur une approche donc méthodologique. C'est vrai que le fait d'avoir. L'objet d'abord, on va voir chacune de ces 3 étapes. L'objet, c'est le sédiment marin pour moi. Donc marin, parce que je suis tombée dedans quand j'étais petite. Je pense que c'est quelque chose d'assez général dans l'assemblée. Sédiment, parce que c'est là que s'enregistre le passé. C'est une réalité qui est à reconstituer, parce que ce passé, on le connaît mal. Et donc, on est quand même contraint par le fait que c'est une réalité. Donc, il faut à la fois faire preuve d'imagination et respecter des faits. C'est très important, bien sûr, quand on est un scientifique. C'est ce défi intellectuel qui m'a intéressée, qui m'a amené vers le sédiment. Donc maintenant, cet objet, le sédiment marin, hop, pardon, oh, qu'est-ce qu'il me fait? Je reviens en arrière, désolée. Le sédiment marin, pardon, je suis désolée. Sédiment. Ça, tac, non, c'était ça. C'est le ou qui apparaît trop vite, c'est désolée. Donc, où l'étudier? On peut l'étudier sur les zones continentales, on marche dessus, il est émergé quelquefois depuis longtemps, ou alors on peut l'étudier dans les bassins actuels, et c'est le choix que j'ai fait en fait. Donc de l'étudier dans ces bassins actuels. Pourquoi? Parce que donc étudier les bassins actuels, ça nous donne beaucoup de paramètres qui existent encore, donc on peut facilement interpréter. Et à partir de ces interprétations, on peut reconstituer le passé, c'est-à-dire que on étudie le passé, mais en regardant ce que dans l'actuel, on a appris. Mais en fait, au cours de ma carrière, je me suis rendu compte que c'était aussi très d'actualité, puisque le sédiment continue à évoluer. Celui qui est dans les bassins sédimentaires actuels, il continue à évoluer en permanence. Donc, on va avoir de multiples histoires qui vont être en même temps, les histoires du passé, les histoires du présent, et tout ça est encore dans les bassins actuels. Donc, c'est quelque chose de finalement assez complexe. Alors, qu'est-ce que c'est que le sédiment marin, justement? C'est à la fois des particules, des fluides,
et du vivant. Ça, c'est la vision que j'ai maintenant du sédiment. C'est l'ensemble de tout ça. Et tout ça interfère entre. Donc, j'ai plutôt mis des petites bactéries parce que c'est ce qui domine, on va dire, mais bien sûr, il y a beaucoup d'autres choses que des bactéries. Les cinétiques qui sont différentes. Le vivant réagit extrêmement vite. C'est lui qui se met à l'équilibre, en fait, le plus rapidement. Les fluides, un peu plus long. Et les particules, c'est vraiment là qu'on va enregistrer à long terme. Et il ne faut pas oublier que l'histoire continue à s'écrire et que les fluides, le vivant, tout ça, ça continue à transformer le sédiment après le dépôt. Donc cet enregistrement à long terme, ça va donc être la cible privilégiée, les particules. Mais on va sommer plein d'histoires en même temps. Donc quels sont les faits enregistrés? On passe au questionnement. Quels sont les processus reconstituables? Et donc quels sont les questionnements scientifiques qui sont accessibles? Donc on va aller regarder ça un petit peu plus près pour essayer de voir le cadre dans lequel je vais présenter des résultats derrière. Donc les faits enregistrés, c'est bien sûr les particules, mais aussi cette possibilité d'enregistrement, c'est-à-dire que les caractéristiques des particules ne permettent pas toujours d'enregistrer, les caractéristiques du dépôt ne permettent pas toujours d'enregistrer non plus. Donc les particules, en 3 parties dans leur histoire, la formation du dépôt et tout ce qui se passe après dépôt. On commence simple et ça va se compliquer un peu. Donc les particules, c'est bien sûr au départ leur origine, qui peut être ou biologique ou minérale, continentale ou marine. En milieu continental, ce qui va être très important pour les caractéristiques des particules qui arrivent aux océans, c'est à la fois la dégradation et l'altération. Donc tout ce qui était sur le continent est en voie de désagrégation. Et donc ce qui arrive à l'océan, c'est en fait quelque chose de transformé à partir des roches continentales initiales. Marin, c'est toujours la dégradation, là je pense bien sûr à la matière organique, mais le redox, beaucoup qui jouent. En milieu continental, l'altération se fait essentiellement en milieu occident. En milieu marin, les choses vont devenir beaucoup plus complexes. La formation du dépôt, transport, dépôt. Le transport, bon, on veut faire 4 grands chapitres possibles. Au sein de la colonne d'eau, au contact du fond. Au sein du sédiment, ce qui peut peut-être surprendre certaines personnes, mais on va voir au moins une image. Pas de transport, c'est-à-dire qu'on a des particules qui se créent dans le sédiment avec tout ce qui se passe après le dépôt, bien sûr. Le dépôt lui-même, bon, il y a l'accumulation classique des strates. On peut très bien ne pas avoir de dépôt, soit parce que les particules se créent in situ, soit parce qu'il est impossible de déposer. Après le dépôt, on peut, ou au moment du dépôt, parce que la bioturbation, on peut considérer que c'est un sédimentaire, c'est au moment du dépôt, on peut avoir des déstratifications qui se font et on peut aussi avoir une érosion de dépôts qui ont été faits. Donc on se rend compte que là, on commence à complexifier le système beaucoup, beaucoup. Et là, alors là, c'est le pompon, c'est l'évolution post-dépôt, la partie qu'on connaît le moins en fait, et des choses, il y a beaucoup de choses qui se passent quand même. Le front redox de l'interface, il existe. Et il va se transformer, mais il laisse des traces quand même dans le sédiment. Mais il va se transformer, on va avoir une évolution diagénétique, tout ce qui est post-dépôt. Et on va avoir d'autres sources de redox que le front redox en plus. La matière organique en particulier. Donc la concentration de matière organique, c'est une clé pour énormément de choses. C'est elle qui va être la clé pour toutes les évolutions pratiquement post-dépôt. Enfin, pour toutes. Les premières, en tout cas, celles qui sont dans la première partie. Les 2 premiers milliers de mètres, c'est quand même beaucoup la matière organique qui est la clé. C'est elle qui va gérer l'activité des communautés bactériennes qui vont évoluer avec l'enfouissement. Donc il y a des bactéries sur des milliers de mètres d'épaisseur de sédiments déposés. Il va y avoir des échanges particuliers dissous, de la diffusion, des migrations de fluides, c'est-à-dire que la diffusion, c'est des éléments chimiques qui vont se diffuser sans que l'eau se déplace, mais on peut avoir donc des migrations de fluides, de l'eau, des hydrocarbures liquides, gazeux. Voilà. Il y a vraiment beaucoup de choses possibles. Et on peut avoir toutes ces choses-là qui remontent jusqu'à la colonne d'eau, jusqu'à l'actuelle, où elles vont à nouveau influencer le système actuel. Alors, petits exemples pour voir un peu. J'ai réduit, j'en avais beaucoup plus. Bon. Le quartz, bon, c'est un minéral au niveau de sa formation, hein, c'est pas biologique. Continental, puisque la plupart des quartz proviennent des granites. Après, ils peuvent avoir une histoire très longue, mais au départ, c'est des granites. Ses caractéristiques, c'est qu'il est extrêmement résistant à l'altération, donc à l'altération physique-chimique continentale.
Il a une gamme de taille qui est dans des sables des siltes, énormément de transport dépôt possible, très résistant aussi à l'évolution diagénétique. Et donc en gros, il garde sa marque initiale à peu près tout le temps. Donc il résiste à tout. Et il a une histoire qui peut être très longue. Si on regarde les quartz de nos littoraux normands actuels, il y a des chances qu'ils aient 300 millions d'années, quand on suit l'histoire géologique de la zone. Donc, la matière organique, totalement différent. Alors, bien sûr, c'est biologique. Peut être marin ou continental, multiples transports, peut tout vivre à peu près. Ça se fragmente pendant le transport, donc en même temps, ça évolue au niveau de la taille. Mais la gamme de taille dominante dans les sédiments est très fine, c'est inférieur au micron. Et bien sûr, on a une évolution diagénétique. Donc elle, c'est l'inverse, ça enregistre absolument tout, à tous les stades. Alors, pour la possibilité d'enregistrement au sens dépôt, on va avoir un paramètre qui est essentiel, qui est l'énergie de ce milieu de dépôt. Donc si on a peu d'énergie, on va avoir des sédiments fins qui sont susceptibles de se déposer, une sédimentation qui est continue, et on peut enregistrer tout ce qu'on veut, tout ce qui est disponible à l'enregistrement. Si on a un milieu qui est extrêmement énergétique, on va avoir des sédiments beaucoup plus grossiers, des dépôts discontinus, et l'ensemble des deux fait que tout ne s'enregistre pas. Donc le grossier a tendance à moins bien enregistrer que le fin. Discontinu, bien sûr, ça n'enregistre pas tout. Donc, et parfois, on n'enregistre même rien du tout. C'est-à-dire que là, je vous ai mis deux images qui correspondent au fond que l'on a dans la manche centrale. Donc, au nord ici de Barfleur, par 80 mètres de profondeur. Ici, c'est à peu près au nord de Ouistreham, et par 48 mètres de profondeur. Donc, ce que l'on voit, c'est que c'est extrêmement grossier. Là, vous avez l'échelle de 10 cm. C'est les deux petits points rouges qui sont ici, là, qui font 10 cm. Donc, on a des blocs, des galets, des graviers, et les sables sont en suspension. Vous voyez les petites particules en suspension. Donc, vous pouvez imaginer que ils peuvent circuler aussi à l'intérieur de ces systèmes extrêmement grossiers avec une grande porosité. Donc, on voit que dans ce genre de choses, bon, la Seine, ça mène du fin en ce moment, hein. Il n'y a aucune chance, mais alors absolument aucune chance qu'on l'on dépose des vases ici, et pourtant on est à 80 mètres de profondeur, hein. Donc la marée est quelque chose qui va avoir une très très forte énergie dans les zones profondes. Enfin profondes au sens plateau continental quand même. Donc si on résume un petit peu ce qui se passe donc quand on a peu d'énergie, quand on en a beaucoup, donc sédiment fin dominant quand on a peu d'énergie, de la base. C'est ce qu'on va trouver essentiellement dans les milieux profonds où on a une colonne d'eau de plusieurs milliers de mètres. C'est des zones aussi où la variabilité géographique est beaucoup plus faible. On peut étudier deux échantillons qui sont 100 km de distance et les comparer, c'est légitime, on va dire. On a une accumulation qui peut se faire sur plusieurs milliers de mètres d'épaisseur, puisqu'on a tout ce qu'il faut au niveau accommodation pour accumuler du sédiment. Et sur des millions d'années, voire des dizaines de millions d'années, voire des centaines de millions d'années. Par contre, en milieu côtier, on va plutôt donc avoir une très forte énergie, donc plutôt des sédiments grossiers, une dominance des sables. La colonne d'eau ne fait que quelques dizaines de mètres, elle est en plus soumise à marée, houle, donc elle va être très agitée, beaucoup plus homogène. Donc, avoir deux échantillons qui sont à distance d'1 kilomètre, vous n'êtes pas du tout sûr de pouvoir les comparer. On ne peut pas accumuler plus de quelques dizaines de mètres et encore dans les paléovallées. Et sur le dernier million d'années, la zone côtière était le plus souvent émergée. Notre zone côtière actuelle était le plus souvent émergée. Donc, on va donc avoir une histoire aussi très discontinue puisque l'océan n'est pas toujours là, enfin, la mer dans ces cas-là. Alors, on passe à la partie méthodologie, la troisième dans le plan initial. Donc moi, j'ai choisi la géochimie. Bon, il y a une certaine affinité, on va dire. Mais c'est aussi parce que je voulais aller au-delà de la taille et de la densité, parce qu'en général, les particules sédimentaires, on regarde leur taille, leur densité, et puis le reste, c'est une espèce de boîte noire dans laquelle on ne sait pas grand-chose. C'est pas toujours vrai, bien sûr, il y a des gens qui s'intéressent à la qualité des particules, mais les sédimentologistes dans leur ensemble s'en tiennent à la taille et la densité. À l'intérieur de la géochimie, donc, 3 choix sur qu'est-ce qu'on étudie dans le sédiment, qu'est-ce qu'on va utiliser comme
analyse et comment on va raisonner. Du sédiment, deux possibilités, soit on travaille sur du sédiment total, soit on travaille sur des sédiments, sur des fractions granulométriques séparées. Ça, c'est la dernière innovation, en fait. Toujours sec broyé. Alors, pourquoi sec? Pour pouvoir travailler sur du quantitatif. Quand on a de l'eau, on est toujours en semi-quantitatif. Et broyer, c'est parce que le sous-échantillon analysé soit représentatif de l'échantillon total. Et il faut broyer une quantité suffisante d'échantillons et donc faire un sous-échantillon représentatif. Donc c'est quelque chose qui, d'un point de vue technique, était quand même essentiel. Au niveau analytique, on peut faire de la minéralogie. Les DRX, ce n'est pas toujours quantitatif, ça dépend ce qu'on étudie. Et donc l'analyse élémentaire, quantitative, qui a été mon choix. Alors, au départ, on va dire, c'était dans ma thèse. Donc j'ai appris à travailler sur le carbone. Et ensuite, je me suis dit qu'on pouvait peut-être étendre le spectre. Et donc, quand la spectrométrie de fluorescence est arrivée avec des techniques qui soient accessibles, en fait, sans transformer trop le sédiment, voilà, ça, on peut aller de l'aluminium à l'uranium, et donc on élargit le spectre des informations énormément. Donc, l'idée de base, c'est d'identifier et de quantifier les différentes matrices à l'intérieur du sédiment, donc des différentes matrices particulières. Le raisonnement. Donc là, je pense que pour l'instant, ça va être un peu difficile pour vous peut-être, mais vous verrez avec les illustrations, avec les résultats. Donc, je me suis beaucoup intéressée à la variabilité temporelle, à la variabilité géographique, à la manière de sélectionner des échantillons pour qu'ils parlent, et à essayer de ne pas m'arrêter au premier paramètre interprétatif, et donc d'essayer d'effacer le poids qu'a ce paramètre important pour étudier d'autres paramètres. Donc, on va rentrer dans les résultats. Donc, on va voir d'abord les environnements profonds, puis les environnements côtiers. Donc, la Méditerranée orientale pour les environnements profonds et la Manche, l'Atlantique un peu aussi pour le côtier. La Méditerranée. Donc, c'est un bassin au milieu des terres, comme son nom l'indique, donc qui est vraiment très contraint à part des seuils. Le seuil de Gibraltar, le seuil cyclo-tunisien. La Méditerranée orientale est le bassin le plus important et il est en fait de plein de sous-bassins. On peut considérer que la mer Noire est une annexe de la Méditerranée orientale. Donc là, ce que je vous ai mis, ce sont les bassins versants des deux grands bassins de la Méditerranée. Donc occidental, on voit qu'on a un minuscule bassin versant par rapport à la surface du bassin. Et la Méditerranée orientale, c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire qu'on a un immense bassin versant. On a donc du sud... En Afrique, on est dans l'hémisphère sud, 5 degrés sud, et on monte dans l'hémisphère nord jusqu'à 55 degrés nord. Donc, on voit que d'un point de vue climatique, on va avoir des influences très variées. En vert pomme, vous avez les bassins endorreiques actuels, mais qui n'ont peut-être pas toujours été endorreiques. Donc là, on manque beaucoup d'informations. On sait que pendant certains pluviaux, il y avait des grands lacs dans le Tchad, donc ça restait des bassins endorreiques, mais on ne peut pas être sûr que ça a été tout le temps des bassins endorreiques. Alors, on va recentrer sur la Méditerranée donc orientale. Là, vous avez une carte bathymétrique qui vous montre qu'on a une grande variabilité donc, de cette bathymétrie, puisqu'on a des bassins de subduction qui descendent à plus de 4000 mètres. À peu près. Donc, on va regarder ici toutes les carottes qui ont été étudiées pendant mes doctorats. Donc, de l'Adriatique au bassin ionien, le bassin levantin et le Nil. Cette zone-là est couverte de beaucoup plus de carottes parce que ma thèse de troisième cycle était sur l'arc hellénique oriental. Donc, il y a plus d'informations dans cette zone-là. 88 carottes, 600 mètres de dépôt. Essentiellement, donc, étant donné les objectifs, c'était des sédiments pélagiques et bipélagiques. La Méditerranée orientale offre cette possibilité d'aller planter à peu près partout des carottes où on peut trouver ce type de sédiments. Voilà à quoi ça ressemble. Donc, au niveau de la problématique scientifique, cette zone de Méditerranée orientale est un modèle subactuel pour tous les types, les black shells en fait, qui sont de potentielles roches-mères pour l'industrie pétrolière. Et donc, on les a beaucoup étudiés déjà à terre, mais là, c'est la possibilité de les étudier dans leur milieu de formation, sans immersion en fait, ce qui apporte des renseignements qu'on a quand on est à terre.
Donc, on est dans un bassin profond, dans du sédiment pélagique, mais on peut conserver par moment beaucoup de matière organique. Donc, c'est ce qu'on appelle les sapropels, ces niveaux qui sont riches en matière organique. Donc là, vous avez le S3, le S6, le S7. Donc, les principales caractéristiques, vous voyez que c'est très sombre. Okay. Que la sommée peut être bioturbée, mais elle est bioturbée après le dépôt et que la base est en général laminée. Donc, c'est vrai aussi. Donc, le type de bioturbation peut être différent. Quand les niveaux sont petits, ils peuvent être totalement bioturbés. Donc, plutôt du beige au-dessus, plutôt du gris en dessous, et un front redox ici qui est un front redox fossile, donc qui a un peu évolué depuis le temps où il a quitté la colonne d'eau. Alors, le questionnement principal, et là je vais me restreindre à ça, donc je ne vais pas aller dire tout ce que j'ai fait, je vais recentrer sur une partie simplement du travail. Pourquoi un enrichissement en matière organique et quel est le fonctionnement hydrologique du bassin? Donc, on va s'intéresser aux paramètres emblématiques des sapropels, leur taux de carbone organique. Ils sont définis, en tout cas, oui, ils sont toujours définis comme ça, puisque personne n'a révolutionné la définition, par un taux de carbone organique de 2% au moins. Donc, étudier ce paramètre-là était bien sûr essentiel pour les comprendre. Donc, cette quantité de matière organique, on la mesure avec le carbone organique total, COT. Pour pouvoir comparer différentes carottes entre elles et ne garder qu'une valeur pour le comparaison, j'ai gardé la valeur max, une chose qui a pu être discutée, que j'assume pleinement, parce que vous allez voir les résultats que ça donne. Mais voilà. Donc, pourquoi la valeur max? Parce que pour moi, ça correspondait à un stade identique partout, cette valeur max. Pas impossible de tout dater, en fait. Donc, il va falloir chercher un paramètre explicatif à cette variabilité. Et là, en fait, c'est la profondeur d'eau qui est le paramètre qui s'est très rapidement imposé. Donc là, vous avez l'exemple du sapropel 1. Donc les sapropels sont datés, numérotés. Donc le sapropel 1, c'est le plus récent. Et il s'est terminé il y a 7500 ans. Donc voilà, 9000 ans à 7500 ans. Là, vous avez le taux de carbone organique du sapropel. Ici, vous avez la profondeur d'eau. Et vous vous rendez compte qu'on a une très jolie corrélation entre la valeur max de carbone organique dans le niveau et cette profondeur. Donc ça pose toute une série de questionnements. Cette augmentation du taux de carbone organique avec la profondeur, pourquoi? Et est-ce que c'est le cas pour tous les épisodes? Donc un petit résumé pour positionner un petit peu les termes. Donc on a une zone photique dans laquelle se fait la production marine, et pour les sapropels, la production est essentiellement marine. On a de la dégradation dans la zone photique. Il y a une partie de cette matière organique qui va être exportée vers la colonne d'eau en dessous, où la dégradation se poursuit. Et finalement, donc, on a une quantité donnée de matière organique qui arrive au sédiment. Dans le niveau, à l'interface, c'est au sédiment, donc le benthic boundary layer en anglais, on va continuer cette dégradation. Et enfin, on a ce qui va être enfoui. Okay. Donc, quand on regarde ici, vous avez donc toujours le taux de carbone organique à l'intérieur du sapropel, cette droite de corrélation qui montre qu'on a une augmentation avec la profondeur. Donc la profondeur ici. Donc c'est le même schéma, mais on a rajouté cette partie-là, qui est l'évolution du flux potentiel de matière organique avec la profondeur. Forcément, ce flux diminue, puisqu'on ne fait que dégrader, il ne peut pas augmenter. Donc, comment est-ce qu'on passe de quelque chose qui est riche en matière organique dans la colonne d'eau à un sédiment qui va être relativement pauvre, et en profondeur d'une zone où il arrive beaucoup moins de matière organique et où finalement, on va en conserver beaucoup. Donc, la seule manière, c'est de se dire qu'on va avoir une dégradation qui est plus faible, en fait, soit dans la colonne d'eau, soit à l'interface, dans les zones profondes que dans les zones moins profondes. Donc, la matière organique des sapropels, c'est une matière organique qui a été préservée. Alors, est-ce que cette augmentation du carbone organique avec la profondeur est vraie pour tous les sapropels? Je ne vais pas les détailler tous, mais on va regarder. Donc, vous avez à chaque fois ici l'âge. Ce sera toujours le taux de carbone organique, la profondeur. Et vous aurez à chaque fois systématiquement donc, les taux de carbone organique, les coefficients de corrélation qui vont apparaître ici.
Donc pour le total, ici, on voit qu'on est passé à 0,57. On a une variabilité géographique. Donc vous avez les légendes ici des différentes zones géographiques qui ont été distinguées. On se rend compte que quand on distingue bien sûr les zones géographiques, les coefficients remontent tout de suite. Ça, c'est le sapropel 4. Donc le suivant. Ah oui, le sapropel 2 n'existe pas. Donc 100 000 ans à peu près. Une variabilité géographique qui est beaucoup plus faible. Le coefficient sur le total est à 0,9. Mais on gagne quand même très nettement à faire cette différenciation géographique. Donc vous voyez que toutes les droites là ont tendance à monter vers les faibles profondeurs, elles sont convergentes. C'est aussi vrai pour le sapropel 5. Donc toujours la même chose, une variabilité géographique un peu plus forte que le 4. Le 6, ça devient un peu différent puisque là les droites sont plutôt parallèles, une variabilité géographique importante. Pour le 7, les droites convergent vers les fortes profondeurs. Encore une nouveauté, donc une variabilité géographique importante. Le 8, qui sera le dernier qu'on regardera, on est à peu près à 220 000 ans. Une variabilité géographique importante et des droites qui sont plutôt parallèles comme pour le sapropel 6. Donc on peut en conclure qu'effectivement, tous les épisodes montrent cette augmentation de la carbone organique avec la profondeur. Quand on remet toutes les droites sur la même figure, donc vous vous rendez compte qu'en fait, on est passé au début sur le sapropel 1 à des choses qui allaient vers 3,5%. Et quand on va sur sapropel 5, on va jusqu'à du 18% en profondeur. Donc, une variabilité temporelle importante quand même de la relation carbone organique profondeur et une variabilité géographique aussi. Pour essayer d'explorer cette variabilité géographique, c'est-à-dire de voir un autre paramètre que la profondeur, il faut effacer cette profondeur. Donc, point de convergence d'abord. Ici, on a au moins une droite pour chaque sapropel qui passe par ce point. Et ce point, c'est en fait la profondeur moyenne du seuil cyclo-tunisien, c'est-à-dire à peu près 400 mètres et un petit peu plus d'1% de carbone organique. On se rend déjà compte que le 2% de carbone organique de la définition, ça ne colle pas. Et là, on se dit, bon ben voilà, le seuil cyclo-tunisien va gérer le processus pour chacun des sapropels qui sont étudiés là en tout cas. Donc pour effacer cette variabilité liée à la profondeur, on va regarder ce qui se passe à 2000 mètres de profondeur moyenne du bassin. Et on va essayer de cartographier donc le taux de carbone organique à cette profondeur-là, dans toutes les zones du bassin et pour chaque sapropel. Donc, vous allez avoir, on va passer assez vite, pour chaque sapropel, vous avez d'abord une première carte, vous avez les carottes qui sont utilisées, qui sont positionnées avec des points noirs pour faire la chose, et derrière, vous avez en fait la carte. Donc, au niveau de la légende, elle n'est pas régulière, j'ai choisi un pas qui permettait de bien voir les choses. Donc ça va de supérieur à 9% à inférieur à 2,5% pour 2000 mètres de profondeur. Donc le sapropel 8, on voit très clairement, on a un fleuve ici qui arrive. Voilà. Actuellement, le Nil, les eaux du fleuve partent vers l'est. À cette époque-là, manifestement, elles partaient vers l'ouest et elles avaient une influence en fait sur le système. Le sapropel 7 a toujours le Nil, mais une situation totalement différente puisqu'on a vraiment deux systèmes différents. Donc la partie est et la partie ouest fonctionnent de manière différente. Bon, ça reste quand même toujours riche en matière organique. Le sapropel 6, donc toujours le Nil. Et là, on se rend compte que les seuils qu'il y a de part et d'autre de la crête ici jouent un rôle probablement dans le système hydrologique. Le sapropel 5, donc révolution totale. Cette fois-ci, c'est le nord qui va être le plus concentré en matière organique. C'est le sapropel le plus puissant au niveau quantité de matière organique. Et bien sûr, le bassin ionien qui est toujours le plus faible. Le sapropel 4. Donc là, on revoit le Nil, mais on voit encore les sorties qui viennent de mer Égée. Et toujours le bassin ionien le plus faible. Le sapropel 3. Le Nil. Alors, on ne peut pas interpréter ces deux zones-là parce que ce sont des points qui sont très peu profonds. Et quand on est à la conjonction de plusieurs droites, on ne peut pas trop savoir les points sur quelle droite ils sont. Donc, c'est un petit peu difficile à interpréter. Voilà. Et le S1, enfin, donc celui pour lequel, bien sûr, il y a le plus de points, c'est le plus récent, celui qu'on atteint le plus facilement. Et lui, en fait, voilà, il est homogène. Donc, c'est le plus étudié et c'est celui qui est franchement différent de tous les autres.
Le modèle habituel de la plupart des gens, c'est le sapropel 1. Bon, sapropel 5 et 6 sont un peu plus étudiés que les autres, mais la plupart des sapropels sont un peu abandonnés à leur sort. Quand on les met tous ensemble, on se rend compte quand même qu'ils racontent des histoires différentes. Donc, ils ont tous une relation carbone organique profondeur, ils ont tous une préservation de la matière organique, mais les causes vont être assez variées de toute façon. Voilà. Donc, en résumé de ce qu'on a obtenu, on a une disqualification du modèle qui était augmentation de la production primaire, qui existait au moment où j'ai travaillé. Donc, on avait des géochimistes qui avaient même dit on peut faire du sapropel en milieu complètement oxyque. Et confirmation du modèle bassin stratifié à sol avec anoxie en profondeur, que je n'ai pas inventé, mais que j'ai confirmé. Et un affinement de ce modèle, puisqu'on peut connaître la profondeur limite de la stratification, et on voit que c'est une donnée qui, là, est vraiment la même pour tous les sapropels. Et des nouveaux éléments interprétatifs avec une localisation des sources d'eau douce pour chaque sapropel, puisque l'eau douce, c'est ce qui va permettre la stratification en faisant une couche d'eau désalinisée en surface, de moindre densité. Et on peut voir où on a les zones de stabilité ou d'instabilité de cette stratification, ce qui permet d'interpréter la variabilité géographique, en fait, dans lequel je ne vais pas rentrer. Pour passer un petit peu à ce qui se passe après le dépôt, on a étudié une carotte donc magnifique qui est dans la zone du Nil, 36 mètres, prélevée à 1500 mètres de profondeur. Elle représente 1 million d'années de l'histoire, donc là l'échelle est en âge, donc 1 million d'années ici, 28 sapropels. Donc l'idée là était de regarder comment la matière organique évolue avec la profondeur, donc avec la diagenèse, qu'est-ce qui se passe. Donc toujours bien sûr le carbone organique. Donc vous avez ici le carbone organique qui a été dosé sur des échantillons, donc des points. Là vous avez des enregistrements continus, c'est du corps scanner en fait, des XRF en corps scanner, mais tout a été recalibré avec les données XRF faites sur échantillons. Donc l'autre paramètre qui va être tracé, c'est le brome. Donc là, on a du brome total. Bien sûr, sur le corps scanner, on a du brome total, c'est-à-dire à la fois le brome qui est dans l'eau de mer, puisqu'on a de l'eau interstitielle, et le brome qui est fixé à la matière organique, puisque la particularité du brome, c'est qu'il se fixe à la matière organique. Il peut donc être un marqueur quantitatif de cette matière organique si on travaille sur sédiments rincés, ce qui permet d'éliminer les sels liés à l'eau de mer. Alors, si on regarde l'évolution du COT, on se rend compte qu'à très petite échelle de temps, on a des très grandes variations. Mais en réalité, quand on analyse, je ne vous montre pas, il est stable sur le temps. Donc, on a les mêmes quantités, ce qui veut dire que le taux de carbone organique du sédiment, en 1 million d'années, il n'a pas changé beaucoup. Donc, on va dégrader la matière organique, mais d'un point de vue quantitatif, on ne le voit pas, tellement c'est faible, en fait. Par contre, le brome, lui, il va diminuer avec le temps. Donc, si vous regardez, par exemple, ici, vous avez le sapropel 5, le fameux sapropel 5. Donc, très fort taux de carbone organique, très fort taux de brome, il est jeune. Ici, vous avez le sapropel 28, pardon. Autant de matière organique que le 5, c'est la même chose. Par contre, vous voyez que le pic de brome, il n'est plus du tout celui qu'il était, en fait, pour le sapropel 5. Donc ici, vous avez le taux de carbone organique. Là, vous avez le brome, donc le brome organique, en fait. Et là, la droite du sapropel 5, là, la droite du sapropel 28, puisque donc on a une relation, tous les deux quantifient la matière organique, d'accord? Donc vous avez bien une relation carbone organique brome, mais on se rend compte que la pente devient beaucoup plus faible pour le sapropel 28. Et donc on a une évolution de la pente avec l'enfouissement, c'est-à-dire qu'on perd du brome en cours de l'enfouissement. Le brome diminue avec le temps. Ah. Donc, si on refait une petite synthèse de cette partie-là, donc la colonne avec tous ces sapropels, et en fonction de la gamme du taux de carbone organique qu'on a pu étudier, c'est que le taux de débromination n'est pas le même. Donc, bien sûr, ce sont des bactéries qui font tout ça. Donc, on va avoir des bactéries spécialisées là-dedans qui vont faire une débromination. C'est une voie métabolique qui leur permet de vivre, en fait. Et apparemment, c'est quelque chose d'important en profondeur hein, pour ceux qui étudient les communautés bactériennes. Et on se rend compte que le taux de débromination est dépendant de la quantité de matière organique, puisque donc on a une augmentation de ce taux de débromination avec donc, le taux de carbone organique. Et c'est d'autant plus vrai qu'on est dans les zones les moins profondes. Donc cette quantité de matière organique va être
dépendante aussi de la dégradation et la qualité de la matière organique aussi, c'est-à-dire qu'on va faire évoluer la qualité de la matière organique avec l'enfouissement. Ce brome qu'on va libérer, il va se mettre sous forme d'ion bromure, il va se concentrer dans l'eau interstitielle et il va migrer donc vers le haut, vers la colonne d'eau où il va revenir alimenter la salinité. Donc on se rend compte là qu'on peut avoir des éléments chimiques qui diffusent en fait vers le haut. Ok, on passe au côtier. Donc les pockmarks de la baie de Concarneau, qu'on fait la liaison puisque ça remonte, n'est-ce pas? Il n'y a pas que les éléments chimiques qui remontent, il y a aussi bien sûr les fluides. Donc on a des pockmarks en surface, des dépressions circulaires, c'est ce qui est dessiné ici. Ils sont liés en fait à des réservoirs en profondeur, donc ça peut être différents types de fluides, mais là sur le schéma c'est du gaz et des méthanes hein, qui sont produits par la dégradation de la matière organique. Et donc tout ça remonte par une cheminée et va former donc un petit trou en surface. Alors petit, ça dépend où. Donc on peut en avoir dans tous les milieux où il y a du sédiment. Donc très profond, très côtier, partout. En milieu continental aussi, ça remonte partout en fait. Donc c'est une généralité des sédiments. Ils fournissent à la surface des matériaux, des fluides, mais peut-être pas que des fluides. Hein. Donc là, on a travaillé sur la baie de Concarneau, dans l'Atlantique. Donc on a un champ de pockmarks qui fait 36 km², 15 à 40 mètres de bathymétrie. Et on a jusqu'à 5500 pockmarks par km². Donc beaucoup de pockmarks. Des diamètres de 5 à 30 mètres et une profondeur qui est à peu près métrique. Donc ça, cette zone-là, c'est cette zone où on retrouve le champ de pockmarks. Ils ne sont pas tout seuls. Parce qu'associés donc au champ de pockmarks, on a des haplops, qui sont des amphipodes. Donc, vous voyez qu'ils occupent tout l'espace entre les pockmarks, en fait. Ils vivent dans un tube qu'ils ont construit. L'important pour le raisonnement là, c'est qu'ils sont strictement suspensivores. Donc, ils se nourrissent de suspension, il y en a beaucoup, il doit bien y avoir quelque chose à manger. Et donc, le fait qu'ils soient inféodés à un environnement à pockmarks permet de penser qu'ils mangent à cause des pockmarks. Maintenant, savoir pourquoi. Donc, on est allé à cette zone-là et on a été avec un Zodiac, des plongeurs qui ont plongé par 32 mètres de profondeur et qui ont été visités deux pockmarks que nous avions présélectionnés, donc alpha et bêta. Donc bêta est un peu plus grand qu'alpha et il est moins profond. Donc 1 mètre pour alpha et 0,5 mètre pour bêta. Ici, vous avez les résultats du taux de carbone organique, toujours le même paramètre. Donc, le taux de carbone organique dans la zone où sont les haplops, les taux de carbone organique à l'intérieur des cheminées des pockmarks, puisque là, on avait des plongeurs, on pouvait aller prélever vraiment la cheminée du pockmarks. Dans chacun des deux, donc alpha en bleu, bêta en rouge. Dans les zones à haplops, on trouve un gradient assez classique d'évolution verticale. Donc, on a la matière organique qui se dégrade, donc on en a plus au sommet et moins en profondeur. On a eu des carottes plus longues dans cette zone à haplops que dans les cheminées. Donc, dans les cheminées, on se rend compte que c'est pas du tout en gradient, c'est à peu près n'importe quoi. Et surtout que c'est beaucoup plus élevé, puisque la ligne est à 2,5%. Vous voyez qu'il y a très peu d'échantillons qui dépassent 2,5% dans la zone à haplops, et c'est systématiquement en surface. Alors que dans la cheminée du pockmarks, on voit que ce taux est beaucoup plus largement dépassé, puisqu'on a 50% des données qui sont au-dessus, et que l'on va l'avoir ça en profondeur comme en surface, et bêta plus riche que alpha. Okay. Donc on peut prouver qu'ils sont fonctionnels, avec ça, ces pockmarks, et puis on peut se dire aussi que on a quand même une matière organique qui peut arriver, puisque cette matière organique, on a dit qu'elle était inférieure au micron en général. Donc, elle peut voyager avec les fluides. Et elle est tellement fine que même si elle s'accumule un peu dans le pockmarks au moment où ça a fonctionné, c'est peut-être pour ça que bêta est plus plein qu'alpha. Après, bien sûr, ils sont repris par les courants, et en particulier là, les courants de marée, on est à
30 mètres de profondeur, donc les courants de marée sont le transporteur dominant. Donc ils peuvent très bien ne pas s'accumuler et faire des jolis volcans de boue, mais tout simplement partir en suspension, ensuite aussi avec les courants de marée. Et tout ça vient probablement nourrir les haplops. Donc ça, c'est mon hypothèse. On va passer encore à une autre chose qui est une interférence entre le sédiment et le vivant. Mais là, on va parler dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on a vu comment le sédiment pouvait influencer le vivant. Et maintenant, on va voir comment le vivant peut influencer le sédiment. Donc, Ophiotrix fragilis, donc c'est une espèce géo-ingénieure parce que justement, elle va transformer le sédiment. Donc, on est en baie de Seine. Donc, vous avez la Seine ici. La zone d'étude est ici dans cette zone bleue. On est toujours à peu près à 30 mètres de profondeur, donc beaucoup, bon, les marées, les tempêtes. Et on avait trouvé dans cette zone-là des vases noirs anoxiques. Je disais, comment est-ce qu'on peut avoir des vases ici alors qu'on a une énergie tellement forte? Qu'est-ce qui peut bien faire? Bon, on avait les ophures avec, on s'est dit, il y a peut-être quand même un lien entre les deux. Et on a mis très, très longtemps à arriver à le prouver, en fait. Voilà en fait à quoi ressemblent les ophures et comment on peut voir qu'en dessous, on a des sédiments qui sont vaseux et qui peuvent... Alors, de temps en temps, c'est plus noir que ça. Hein, là, c'est un système. Et souvent, quand ça devient vraiment très, très noir, les ophures ne sont plus là parce qu'elles apprécient plus tellement. Donc, on est en baie de Seine au large d'Antifère hein, et on a des vases noirs anoxiques. Et en même temps, Ophiotrix fragilis, qui est aussi une suspensivore stricte. On peut aller jusqu'à 7500 individus au mètre carré. Forment des grands patchs, donc elles sont grégaires, elles vivent ensemble, des patchs de plusieurs dizaines de centimètres, enfin plusieurs centimètres à dizaines de centimètres d'épaisseur, qui recouvrent des surfaces qui sont importantes en fait. On a eu beaucoup de missions dans cette zone-là, pendant cette période-là. Pour arriver à comprendre ce qui se passe, en fait, il a fallu sélectionner des données, enfin pour le prouver. Donc, une crue, 5 jours après une crue, on a des échantillons. Une tempête, 3 jours après une tempête, et des stabilités, c'est-à-dire une très longue période sans crue ni tempête. On ne peut pas voir les marées, elles sont permanentes. On ne peut pas gérer les marées, c'est pas possible. On ne peut pas l'avoir comme paramètre, même si on sait que ça a de l'influence, bien sûr. Donc les paramètres étudiés, le nombre d'ophures, l'envasement, la matière organique, le soufre. Le soufre total peut être un marqueur de la sulfatoréduction. Une ACP. Donc là, vous avez la partie de l'ACP qui vous présente les relations entre les 4 paramètres étudiés. Donc on se rend compte qu'on a donc la fraction fine et les ophures qui sont liées entre elles hein, et que le taux de soufre et le taux de matière organique, le taux de carbone organique, c'est lié aussi. Donc ophures et fraction fine, c'est à 0,86. Ça montre déjà qu'il se passe quelque chose quand même. Effectivement, l'envasement pourrait bien être lié aux ophures. Et ce qui est intéressant, c'est de regarder comment se répartissent les échantillons. Donc, on a en bleu les échantillons qui correspondent à la période de stabilité, en vert ce qui correspond à la crue, et en rouge ce qui correspond donc à la tempête. Donc, 133 échantillons en tout. On se rend compte qu'on a ici une zone de convergence de 3 nuages de points. Cette zone de convergence correspond aux échantillons où il n'y a pas ou très peu d'ophures, puisque donc on a la flèche des ophures, beaucoup d'ophures ici, peu d'ophures là. Et quand on se rend compte, quand on a beaucoup d'ophures, que c'est là qu'on va avoir une divergence. Donc, la présence d'ophures va faire que l'environnement de dépôt est différent. Okay. Quand on a une tempête, en fait, on va remettre beaucoup d'oxygène dans le système. On va pouvoir avoir une meilleure dégradation par les bactéries de la matière organique. Quand on a une crue, alors là, c'est la crue qui amène ces particules. Et on va dire que le côté redox joue très peu. Et la stabilité, par contre, ça va être le développement d'un système stable où on va avoir toutes les communautés bactériennes qui peuvent s'installer et où on va avoir le développement sulfato de réduction. Donc, on peut conserver mieux la matière organique et on va avoir une augmentation du taux de soufre. Donc là, non seulement on a montré que les ophures, en fait, ont cette influence sur le sédiment, mais en plus, on comprend la variété de situations que l'on va avoir au niveau de l'environnement de dépôt. Voilà, une petite synthèse qui montre qu'on peut à peu près avoir tout sur la zone, des sédiments sableux, des sédiments vaseux noirs en surface,
Un mélange des deux, parce que quand on a... Voilà. Les ophiures, au bout d'un moment, il semblerait qu'elles aient tendance à abandonner les zones qui soient trop influencées par la sulfatoréduction. Elles ont quand même besoin d'oxygène. Donc, si on fait un bilan matière organique, on voit que c'est une matrice qui est quand même très efficace pour raconter l'histoire. Mais on va avoir besoin de fin, parce qu'elle est dans les particules fines. Et il faut avoir des conditions redox particulières éventuellement pour pouvoir son plein développement interprétatif. En général, dans les sédiments, il n'y a pas beaucoup de matière organique et donc on ne reconstitue pas la totalité de l'histoire de toutes les particules. Dans le côtier, le fin est assez rare. Et quand on fait la géochimie sur le sédiment total, on va refléter la granulométrie, c'est-à-dire l'énergie du milieu de dépôt. Donc, pour essayer d'effacer cette granulométrie qui domine en paramètres interprétatifs quand on travaille sur le sédiment total, et pour pouvoir lire autre chose, on a décidé de travailler sur des fractions séparées. Et donc, on a inventé la méthodologie ELSA, c'est-à-dire faire de l'analyse géochimique, mais sur fractions séparées. Et après, d'étudier aussi la variabilité géographique, mais à la bonne échelle géographique, puisque en milieu côtier, on a vu que cette échelle géographique interprétative, elle ne va pas être du tout la même qu'en milieu profond. Donc la bonne échelle, ça va être en fait le nombre d'échantillons en kilomètre carré. Et ça, c'est au départ à dire d'expert. Et quand on a un résultat, ben, on sait si oui, on a bien tapé ou non, ben, on n'a pas fait assez d'échantillons finalement. Donc la méthodologie COVA, qui essaye d'avoir une grille régulière et de faire des cartes interpolées qui sont interprétables. D'abord, uniquement ELSA, donc le littoral de la Seine-Maritime. Donc ici, vous avez les différents échantillons qui ont été prélevés pour cette étude. Donc ce sont des côtes à falaise, hein, comme le montre l'image ici, avec des craies, des grès mésozoïques et cénozoïques qui sont susceptibles de fournir des particules. On a étudié 17 échantillons de base estran. Alors 17 échantillons, mais 16 fractions par échantillon, d'accord. Donc c'est pour ça qu'on est obligé de limiter un peu le nombre d'échantillons. Donc on va s'intéresser à la composition des sables pour faire de la dynamique sédimentaire. Donc ici, la base des sédiments, des silicates, silicium, des carbonates, le calcium. Donc les deux éléments majeurs des sédiments. Ce qu'on voit, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de place pour autre chose, à part quand on descend en dessous de 100 microns, où là, on se rend compte que, ben oui, ça, si vous voulez, c'est le mur qu'on ne peut pas dépasser. C'est pas possible d'aller au-delà de ces concentrations-là. Mais on peut descendre, bien sûr, c'est-à-dire avoir un peu moins de quartz ou un peu moins de coquilles. Mais c'est vrai qu'essentiellement, on a des quartz et des coquilles. Alors, si on regarde la variabilité géographique sur la zone, donc ici, vous avez le cap d'Antifer. Ah oui, le cap d'Antifer, il est là. Donc le nord d'Antifer et le sud d'Antifer vont avoir des histoires différentes. Vous voyez que ce n'est pas du tout la même chose quand on regarde le rapport silicium sur calcium qui va permettre d'intégrer les deux majeurs en fait, entre eux pour les comparer. Et que donc on a beaucoup plus de silicates dans des fractions grossières au sud, alors qu'au nord, bon, ben, on a bien des silicates, mais ils sont essentiellement dans des fractions fines qu'on retrouve ici. Donc la même valeur ici que là, hein, pour ces 125 microns à peu près, en bleu. OK. On va zoomer là sur ce qui est les carbonates. On a une méthode pour regarder la qualité des carbonates, c'est qu'on a deux marqueurs en fait quantitatifs de ces carbonates, qui sont le calcium et le strontium. Alors le calcium est un majeur, le strontium est un mineur, il y a quasiment un facteur 1000 entre les deux, mais ils tracent la même chose quantitativement. Donc leur rapport va nous permettre d'apprendre quelque chose sur le qualitatif. Donc là, vous avez des coquilles, là, vous avez des craies, vous voyez, qui n'ont pas du tout, pour la même quantité, bien sûr, de calcium, puisque c'est des carbonates quasiment purs, on ne va pas du tout avoir la même quantité de strontium. Donc, on a des pentes qui correspondent aux valeurs du rapport strontium sur calcium. On voit que dans le grossier, puisque là, on est dans le supérieur à 315, on a des coquilles. Mais quand on regarde le fin, les points bleus, par exemple, on se rend compte qu'on a des craies. Donc, on n'a pas les mêmes carbonates dans les mêmes fractions, ce qu'on ignore totalement, bien sûr, quand on fait l'analyse sur sédiment total. Et si on regarde maintenant ce qu'on peut en tirer au niveau interprétatif, en regardant la variabilité géographique, donc là, vous êtes du Havre jusqu'au Tréport, avec la Antifer qui est ici. On se rend compte que dans la zone d'Antifer,
À part le très grossier, où il y a quand même des coquilles, on a des craies, en fait. Toutes donc les fractions 200, 315, 100, 200, ce sont des craies. Quand on regarde dans le sens de la dérive littorale, donc la zone dentifère est une zone de divergence de transit. Au nord, la dérive littorale va vers le nord, au sud, elle va vers le sud. On a, surtout pour cette fraction, donc 200, 315, un enrichissement en coquilles au fur et à mesure du transport. Donc on a peu de sable au départ, et ce sont des craies. Et quand on va avoir au fur et à mesure des coquilles qui arrivent en apport cross-shore, qui vont venir enrichir en fait ce sédiment. Donc on a de plus en plus de grains, plus de stock, et on va voir arriver les coquilles. Exactement la même histoire de l'autre côté. Et en plus, on va pouvoir mettre des limites de cellules qui varient en fonction des granulométries, mais ça permet aussi donc de voir ceci. Donc cet enrichissement en coquilles, dans le sens de la dérive littorale, on ne l'a pas vu que là. Partout où on l'a cherché, on l'a trouvé. Donc on peut interpréter à la fois du longshore, la dérive littorale, et du cross-shore, c'est-à-dire un arrivée de la mer, en fait, puisque les coquilles, elles sont bien marines, elles remontent vers le littoral. C'est la mer qui les ramène, la houle en particulier. Écucède, ce sera la dernière chose dont on va parler, mais je suis en train de dépasser. Donc Écucède, c'est un projet qui s'appelle en fait effet cumulé sur sédiments, c'est-à-dire des effets anthropiques. Là, on va mettre l'homme dans le système. Donc on a étudié une zone qui est en baie de Seine. Donc vous avez la Seine, la paléovallée de la Seine ici. Donc quand le niveau marin était plus bas, la Seine coulait ici. Et deux activités anthropiques sur la zone. Donc au nord, une extraction de granulats. Au moment de la mission en 2022, il venait juste de commencer à travailler. Par contre, au sud, on a le Machu, qui est une zone de dépôt de dragage massif, puisqu'on a 5 millions de mètres cubes par an. Donc toute la zone est la zone où ils sont autorisés à déposer. Au moment où on a fait la mission, en bleu très clair, vous aviez donc les casiers F, qui avaient fonctionné de 2017 à 2019 pendant 2 ans. Au nord, on a donc 2 mètres de plus. Au sud, on a 5 mètres de plus. Ils ont arasé à peu près à 12 mètres. Et ici, vous avez donc les casiers qui étaient en activité au moment où on a travaillé. Donc, méthodologie à la fois ELSA et COVA. D'abord, un peu de bathymétrie, c'est important pour interpréter. Donc, vous avez ici la courbe des 20 mètres. Donc, on voit que le GMH, donc l'extraction de granulats, c'est sur cette courbe des 20 mètres, alors que donc, le Machu ici va être sur la courbe des 15 mètres, au sud d'une structure qu'on appelle le banc de Seine, donc une zone plus haute ici. Donc, retenez les positions de cette ligne des 15 mètres. Entre les deux, on est au-dessus de 15 mètres. Donc, à peu près à 14 au maximum. Et ici, donc, on est à 12. Là, vous avez la moyenne granulométrique, le paramètre classique en sédimentologie, où on voit que globalement, on a donc plus de grossiers donc, au nord et plus de fin au sud. Donc, on a une moyenne à 1000 microns, donc 1 millimètre. Et ici, on va avoir une moyenne qui est à peu près à 90 microns dans la partie plus sud. Donc, plus de vases, bien sûr. Et donc, on va étudier deux minéraux, deux traceurs. La glauconite, qui est un minéral argileux, mais qui se forme dans le milieu marin. Elle est dans le domaine des sables parce qu'elle forme des agrégats, donc c'est joli vert, hein, des petites boules rondes vertes. Ici, elle est héritée, elle vient des falaises du Mésozoïque ou de la Seine, et elle va être marquée par l'arsenic. Le quartz, donc, on a déjà discuté de tout ça, donc je ne vais pas revenir dessus. Et on va d'abord voir l'arsenic pour la glauconie. Alors, je vais vous passer une série de diapos très rapidement pour que vous voyez un petit peu en cinéma, en fait. Repérer cette zone rouge, orange, là, elle va se déplacer. Et donc, c'est la zone la plus concentrée en arsenic, donc là où il y a le plus de glauconie. Donc, on part avec les grosses fractions, 80 000, et on va descendre vers des fractions de plus en plus petites. Voilà, ça c'est la dernière. Donc, on va revenir dessus pour voir une synthèse. Entre 1000 et 400 microns, je pense que vous avez vu qu'on a ici, donc ici une source de glauconie grossière. Et au fur et à mesure, donc, on va descendre dans les tailles. Ici, on est arrivé à 400-500 microns. On voit qu'on a eu, à partir de cette source, un déplacement donc, vers le sud des fractions qui sont plus fines. On se rend compte que les deux zones de dépôt de dragage sont absolument sans glauconie, que ce soit le casier abandonné depuis 2 ans ou que ce soit le casier qui était en cours de travail.
Le gradient d'affinement moins profond, plus fin, c'est un indice de l'action dominante de la marée sur la houle, donc dans cette gamme de profondeur. Si on descend plus bas, donc, on se rend compte que l'on va avoir une poursuite en fait de l'affinement, mais à partir de 315 microns, un élargissement, on a une nouvelle source au sud-est ici. Donc vous voyez que là, on n'a que en fait cette source initiale. Et là, brusquement, on a une augmentation de la taille de la tâche parce qu'en fait, il y avait d'autres particules qui doivent arriver par la Seine probablement. Le Kaziev n'est toujours pas donc comment dire, colonisé par les glauconies là, mais là, hop, ça y est, il l'est. Donc entre, on va dire à 250 microns, on peut commencer à monter une marge de 2 mètres hein, pour amener des glauconies. Voilà. Par contre, le casier C, qui est toujours en activité, lui, reçoit en permanence un sédiment différent et on ne voit pas donc de glauconie. Si on regarde la petite dernière, donc le 125-160, on voit qu'on recentre en fait sur cette zone qui est la nouvelle source. Une hypothèse, c'est que sur cette gamme de taille, elle n'existe pas dans cette source qui était là et qu'elle existe peut-être pour le sud-est. Donc c'est peut-être les deux sources qui ont des tailles différentes, en fait, qui expliquent la disposition en fait, géographique de cette granulométrie. Donc si on passe au quartz, donc un minéral beaucoup plus présent et qui nous intéresse bien sûr beaucoup plus, on va refaire la même chose, on va partir de granulométries qui sont beaucoup plus grossières, là, et on va passer jusqu'aux granulométries les plus fines. Donc même chose, on regarde l'orange et où est-ce que c'est fortement concentré. Voilà, donc sur la dernière, vous voyez que c'est devenu tout jaune et il y en a partout. Alors, on retrouve le gradient d'affinement qu'on avait déjà donc, pour les glauconies, mais là, il part, alors on ne sait pas exactement d'où, puisqu'on n'est pas du tout sûr d'avoir une source, en fait. Mais on a bien un gradient d'affinement qui se développe du nord vers le sud-est. Et donc, on voit à 400-500 microns arriver ici la nouvelle source. Donc, on a bien deux sources aussi pour les quartz. Pas deux sources. On a une organisation qui existe dans la partie des plus grossiers. Et ici, on voit arriver, pour ces tailles-là, une nouvelle source. Alors, à partir de 400 microns, donc les deux sources fusionnent. Le casier F est atteint. On a un début de suspension. À partir de 315, le transport en suspension devient très fréquent. Et 250, 160, c'est-à-dire les deux derniers, on peut considérer qu'on commence à avoir vraiment une homogénéisation géographique. Même le nord se refait contaminer, alors que là, il était quand même très bleu. Ici, ça recommence à devenir bleu clair et on voit même des vertuges verdâtres. Donc, on a une redispersion des grains avec la remise en suspension. Donc, on a dit que c'était la marée qui devait gérer quand même pas mal de choses. On se dit comment est-ce qu'on peut avoir le sud-est. Donc là, je passe, mais en réalité, les courants de marée sont dans tous les sens. Et les courants de marée dominants sont plutôt dans ce sens-là. Mais on se rend compte que sur la zone, les courants qui vont être fréquents quand ils sont supérieurs à 50 cm par seconde, ce sont des courants de sud-est. Donc ça colle quand même assez. Et peut-être aussi qu'on a tout simplement une organisation qui dépend de l'énergie du milieu en fonction de la profondeur. Mais de toute façon, il faut bien que ça se transporte. Voilà, donc les quartz sont transportés, même très grossiers, au moins dans les 18 à 20 mètres de profondeur. Les glauconies grossières, à la profondeur où est la source, elles ne sont pas transportées. Ensuite, on se rend compte que on va avoir et une organisation par granulométrie pour chacun des deux. Ce n'est pas la même granulométrie, il y a un décalage lié à la densité. Et qu'on a une nouvelle source qui apparaît au sud-est de la zone, probablement des apports subactuels de la Seine. Les quartz plus fins sont essentiellement transportés en suspension et ils vont être distribués largement dans l'espace géographique. Alors, la suspension des glauconies, si elle existe, il est probable que l'arsenic n'est plus assez concentré pour qu'on la voie. Voilà. Donc, si on synthétise sur Elzakova, on se rend compte que les différentes fractions granulométriques du même minéral n'ont pas la même histoire, ce qui complexifie quand même pas mal la chose, qu'il est possible de trouver dans le même échantillon de surface des grains de même taille, de même minéralogie, qui n'ont pas la même source.
Ça aussi, c'est dit que bon, d'accord, est-ce qu'on imaginait que c'était possible? Et que donc, on va pouvoir interpréter finement l'histoire d'un minéral, distinguer les particules qui sont transportées au contact du fond ou en suspension, identifier les directions de transport au contact du fond et reconstituer la dynamique sédimentaire d'un type particulier de grain dans le milieu côtier actuel sur la base d'une mission de prélèvement, sans avoir besoin d'aller étudier plusieurs fois la zone. On peut arriver à décrypter des choses. Bien sûr, là, les apports de dragage nous aident beaucoup pour regarder, mais en fait, on se rend compte qu'on va pouvoir le voir partout. À partir du moment où une granulométrie va exister partout, c'est qu'elle est transportée en suspension. Si elle n'existe qu'à un seul endroit, on va pouvoir dire que c'est transporté sur le fond. On va pouvoir, je pense, raisonner de cette manière-là. Donc, le projet. Mon projet, c'est de devenir émérite de manière à pouvoir continuer la recherche même quand je serai à la retraite. Et beaucoup de choses à publier, ça va me prendre du temps, je pense. Continuer à développer des interprétations ELSA et COVA en environnement côtier et le faire en collaboration avec l'ensemble des laboratoires français. Donc, on a créé un consortium de 10 laboratoires qui est en train de déposer des projets pour trouver des financements et aller travailler un petit peu partout et surtout transmettre à tous les laboratoires de sédimentologie français cette approche méthodologique. Alors, pour cette étude des carbonates, pour cette étude des environnements côtiers, je pense que les carbonates myogènes sont la meilleure piste. Pourquoi? Parce qu'ils se produisent en permanence, ils se détruisent très vite, ils se fragmentent en permanence. C'est-à-dire que c'est difficile pour eux de trouver l'équilibre dynamique. Alors que les quartz sont là depuis des temps immémoriaux, on ne sait pas très bien. Donc, ils ont dû trouver leur équilibre dynamique depuis longtemps. Sauf si on modifie les choses. Donc, les manières de modifier les choses, bon, l'homme peut y mettre son nez, faire des dépôts de dragage, on peut considérer qu'il est en train de déstabiliser les choses, mais on a aussi le changement climatique et la montée du niveau marin qui probablement vont rebattre les cartes. Donc, peut-être qu'on va pouvoir voir les zones qui ne sont pas en équilibre dynamique pour les quartz vont être particulièrement intéressantes parce que ça veut dire qu'il s'y passe quelque chose. Conclusion scientifique. Les sapropels. Le bassin stratifié anoxique ne suffit pas à l'expliquer. Les anoxiques qui ne font pas de sapropels. Donc, bon. Bannock Basin, c'est un petit bassin qu'on trouve en Méditerranée orientale où il y a du sel qui remonte, il y a des diapies, du sel du Messinien qui remonte jusqu'en surface. Ils sont stratifiés tout le temps, qu'on soit en période sapropélique ou pas. Et ce qui se dépose dans le bassin n'est pas la même chose quand c'est en période de sapropel ou que ça pas en période de sapropel. C'est-à-dire que là, on peut se dire, diagenèse des dépôts dans les environnements profonds. Ça m'intéresse beaucoup, ces fronts redox qui évoluent avec la diagenèse, que ce soit les fronts redox de l'interface qui évoluent, ou les nouveaux fronts redox qui se créent, en particulier autour des sapropels. Et le manganèse est un magnifique traceur, mais je n'ai pas pu travailler là-dessus. Je n'ai pas pu avoir les moyens d'aller voir un petit peu plus ce qui se passait au niveau des sulfures et du manganèse. La variabilité géographique des communautés bactériennes, donc je pense qu'on ne peut pas travailler sur le sédiment sans travailler avec les bactéries, même sur les sédiments de surface actuels, et même dans les sables, je pense. Et donc essayer d'aller développer l'actualisme sur la diagenèse en travaillant sur des échantillons ODP, parce que je pense que la diagenèse actuellement se concentre un peu trop sur uniquement ce qui est émergé, et on apprendra plus de choses, je pense, nouvelles, en allant voir les échantillons ODP, il y a une belle banque de données. L'environnement côtier, l'importance des remontées de fuite pour les écosystèmes. Ça, ce serait bien d'aller voir s'il y a autre chose que les haplops qui en profitent. Essayer de voir la part des choses. Compléter la méthodologie ELSA peut-être par la DRX, c'est-à-dire d'aller voir les minéraux exactement, qu'est-ce que c'est comme minéraux pour pouvoir interpréter certains paramètres chimiques. Et pour l'ensemble des environnements, s'intéresser peut-être un peu plus à cette fraction 40-80 microns qui pourrait faire 2 ou 3 fractions successives peut-être, qui est ubiquiste, qui dit que ça peut partout, à la fois en profond et en côtier, qui a une très grande diversité minéralogique, les minéraux lourds, et qu'on pourrait analyser à la fois en XRF et en DRX.